Depuis 25 ans, un groupe dynamique, les théâtres, donne un coup de fouet à la vie culturelle de la métropole Aix-Marseille-Provence, un territoire d'1,8 million habitants, riche de patrimoine et de vie culturelle. Rencontre avec le fondateur et directeur du groupe, Dominique Bluzet. L'aventure marseillaise de Dominique Bluzet a commencé en 1993 avec la direction puis le rachat du théâtre du Gymnase à Marseille. On suivit le Jeu de Paume à Aix, le Grand Théâtre de Provence à Aix et enfin les Bernardines à Marseille. Des villes qui s'appuient sur un riche héritage. Des villes où se sont côtoyés des géants. À Aix, dans la même classe, assis côte à côte, il y a deux élèves, c'est Cézanne et Zola, ils sont ensemble à l'école. Mais à Marseille, c'est Albert Cohen et Pagnol qui sont dans la même classe au lycée Thiers. Donc on s'aperçoit que cette métropole, elle a vu naître, Edmond Rostand, enfin des tas de gens qui ont marqué durablement ce territoire. Marseille, c'est la ville qui a donné à l'histoire de l'humanité trois des plus grands chorégraphes. C'est Marius Petipa, c'est Maurice Béjart et c'est Roland Petit. Donc on est chargé d'un passé comme ça qui est extrêmement fort, mais c'est aussi la ville du rap, mais c'est aussi un endroit où il se passe plein de choses. On peut vivre sur ce territoire, aller tous les soirs voir un spectacle sans voir jamais deux fois le même. Dans la vie culturelle de la métropole, vous êtes un acteur majeur. Qu'est-ce qui vous différencie des autres institutions ? Je pense que c'est le côté entrepreneurial. Et cet esprit d'entreprise, c'est lui qui nous a amenés à créer quelque chose de différent, un état d'esprit différent qui se retrouve à la fois dans les politiques de communication, avec cette idée que nous, le taux de remplissage de la salle, il est un marqueur important. Il n'est pas essentiel, mais il est important. On ne peut pas dire tout d'un coup, tiens, on va faire ça, il n'y aura personne dans la salle et c'est pas grave. La deuxième chose, c'est qu'en matière de communication, on va avoir des défis extrêmement importants à relever, notamment sur le numérique. Le numérique, il va bouleverser la relation entre des structures culturelles et le public. On travaille sur un chatbot qui, à partir de la saison prochaine, va permettre une relation différente avec les spectateurs en matière de relations publiques. On travaille avec un outil musical qui s'appelle Nomad Play sur comment des amateurs peuvent finalement travailler avec un orchestre à partir de chez eux. Et idem sur un outil qui aide les acteurs à apprendre leurs textes. On essaye de créer autour de notre aventure un bouillonnement numérique avec des rencontres du numérique qu'on va créer avec The Camp. On est dans cette logique de dire, en fait, la structure culturelle, elle va considérablement évoluer. Quelle est notre juste place vis-à-vis du public, vis-à-vis de nouveaux outils de communication et vis-à-vis de cette notion d'entreprise culturelle qu'il faut faire évoluer. Et je crois que c'est ça qui a été fondamentalement différent. On a vécu dans le secteur culturel dans un monde où, en gros, on convoquait les spectateurs pour venir assister à notre génie. Venez voir, le spectacle que j'ai fait est extraordinaire. D'ailleurs, les autres le disent aussi, c'est donc que ça doit être vrai. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que les gens attendent de nous? Qu'est-ce qui fait que des gens ont envie de venir? Pourquoi ils viennent? Et notamment quand on voit l'évolution du public féminin, qui est le principal prescripteur en matière de spectacle vivant, puisque 70% des abonnements sont pris par des femmes, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui des femmes de 30 ans, qui venaient il y a 30 ans au théâtre, ne viennent plus? Donc, s'interroger, comment rendre une programmation plus girly? Comment faire en sorte que des sujets qui touchent les femmes à travers d'autres modes de représentation, comme l'humour, le stand-up, etc., tout d'un coup, doivent trouver leur place dans des théâtres publics, parce que le but du théâtre public n'est pas de faire plaisir à son propre ego créatif. Le but du théâtre public, c'est d'être là pour accueillir le public, c'est-à-dire le citoyen qui estime qu'il est naturel que des collectivités, l'État, la région, le département, la ville, financent des structures culturelles. Si vous commencez à dire que ça, non, vraiment, ça n'a pas sa place dans le théâtre public, vous allez avoir un public qui va rétrécir de plus en plus, sur un public qui va finir par avoir tous plus de 60 ans, qui va toucher des gens qui ont un certain niveau culturel ou un certain bagage éducatif, mais au fur et à mesure du temps, vous allez jouer pour vous-même. Il y a un moment où on doit avoir une révolution copernicienne qui fait que
on comprend que notre monde va mourir si nous ne sommes pas capables de nous adapter. C'est pas au public de s'adapter à nous, ça va être nous. Ça. Et ça, il faut en permanence avoir cet esprit d'entreprise qui consiste à dire je m'en sors et je développe mon projet parce que mon projet c'est à la fois un lieu de création, mais aussi une entreprise, mais aussi un lieu citoyen et militant, mais aussi un lieu de solidarité. Et c'est pour ça que nous, on a créé notre propre fondation pour faire intervenir des entreprises, nous aider, mettre nous aussi des sous dedans, pour aller dans des lieux vers des publics qui ne viendront pas, des maisons de soins palliatifs, etc. On essaye donc d'être un outil entrepreneurial, un outil culturel, un outil de création et un outil de militantisme. Et en même temps, tout ça, ça donne une entreprise culturelle. Et le mot entreprise et le mot culturel, ils ont la même valeur. Camus, il a cette très belle phrase qui est « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Et moi, je crois qu'un lieu culturel, ça doit être un lieu de bonheur. Ça doit être un lieu où vous venez en paix, sans vous dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais me faire chier ». On ne vient pas dans un lieu culturel pour recevoir une leçon. On vient dans un lieu culturel pour partager une émotion. Et pour ça, il faut qu'on se dise que ça va être super d'être là. Quand vous écoutez les gens qui vous disent que le théâtre pour eux c'est devenu une corvée, c'est que quelque part on s'est trompé. Je veux dire, si demain on dit que dans les restaurants on va y manger alors qu'on fait un effort pour aller y manger parce que ce qu'on voit on l'aime pas, ben on va plus au restaurant. Mais un lieu culturel c'est la même chose. On peut être aussi intelligent en étant captivant, on peut être aussi profond en faisant rire, on peut être aussi émouvant et sensible en disant des choses importantes. On n'a pas forcément besoin de s'emmerder au théâtre. Il y a un moment où l'art, il s'est par réaction contre un art bourgeois, et il fallait qu'il y ait cette réaction. À la fin des années 60, on ne pouvait pas rester dans des formes artistiques qui avaient peu évolué depuis un siècle. Donc c'était normal qu'il y ait une réaction. Mais les Américains, ils sont toujours sur des continuums. Aujourd'hui, une symphonie de Philip Glass, elle est beaucoup plus facile à écouter qu'une œuvre de Messiaen ou d'autres, et pourtant elle est tout aussi intelligente. Et je pense que les Américains, on parlait de ça avec Renaud Capuçon sur la musique de film. Quand vous écoutez la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, vous vous apercevez que ou Korngold, tous ces compositeurs qui ont écrit à la fois pour le cinéma et à la fois pour la musique classique sont considérés comme des génies aux États-Unis. Nous, venir expliquer à des musiciens que à la fois Maurice Jarre, Vladimir Cosma, Michel Legrand ou Alexandre Desplat aujourd'hui peuvent être en capacité d'écrire une symphonie qui va être jouée demain dans un temple de la musique classique, c'est très compliqué. C'est pour ça que pour le Festival de Pâques, on a voulu commencer avec Renaud par un concert qui s'appelle Cinéma, qui reprend quelques œuvres extraordinaires de la musique classique, mais qui sont des œuvres écrites pour le cinéma. Il faut progresser et chaque année, on passe une commande à un compositeur. Donc, le travail de création contemporaine, il est très important pour nous. Mais que ça s'inscrit dans un travail global, collectif, dans lequel, quand vous ouvrez le programme des théâtres, c'est un peu une agence de voyage imaginaire. Vous avez plein de destinations possibles. On travaille avec Benjamin Attahir, on travaille avec Pascal Dussapin, on travaille avec des compositeurs comme ça, avec des auteurs de théâtre comme ça, avec des chorégraphes qui travaillent sur des créations très pointues. Mais en même temps, pour moi, c'est très important de dire que vous allez pouvoir croiser des œuvres beaucoup plus grand public ou des œuvres beaucoup plus émotionnelles ou un travail sur le cirque, etc., etc. Et je crois que mon boulot en tant que passeur entre une communauté de citoyens et des artistes, c'est de rendre l'entrée dans la salle de spectacle facile pour tout le monde en disant aux gens « venez et mangez-en tous ». Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on est, c'est totalement unique en France. D'ailleurs, personne ne dirige 4 théâtres, plus un festival. Mais c'est quelque chose de passionnant parce que c'est un outil de créativité. Aujourd'hui, je reprends une brasserie à côté du gymnase, un immeuble où je vais faire des résidences d'artistes. On refait tout un pâté de maison avec l'aide de la ville. Parce qu'on est devenu une capacité de
de créativité qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que chaque théâtre isolé, c'est une petite histoire, mais ensemble, c'est une force de frappe extraordinaire. En 2013, Dominique Bluzet lance le Festival de Pâques avec le célèbre violoniste Renaud Capuçon, directeur artistique du festival. Pendant 2 semaines, du 13 au 28 avril, 27 concerts et 8 orchestres symphoniques dans 4 lieux. Invité d'honneur cette année, la Mozartwoche de Salzbourg. Alors, un festival de Pâques, pourquoi faire ? Il y a déjà un festival à Aix. Mon rêve, c'était de faire d'Aix le Salzbourg français. C'était de dire, il y a un grand festival d'été d'opéra, qui est aujourd'hui un des 5 grands festivals d'opéra dans le monde. Si je veux me battre pour mon territoire, si je veux me battre pour Aix-en-Provence, c'est important de créer un moment musical, ça c'est à Pâques, pour dire on est un peu comme Salzbourg. L'autre chose, c'est que c'est un rapport au sacré qui était important pour moi. Et moi, ça m'intéressait beaucoup que Pâques, qui est le moment de la mort et de la résurrection, qui est probablement le moment pour lequel les compositeurs ont le plus écrit, que ça soit un moment où on peut se réfléchir sur le rapport entre l'homme et le sacré à travers l'art. Qu'est-ce que nous, en tant que spectateurs, ça nous amène à penser cette relation entre un compositeur et nous-mêmes. Et comment tout d'un coup l'interprète qui nous transmet un message devient quelque part un peu comme le prêtre, le passeur, celui qui nous permet de nous interroger sur notre relation à Dieu, notre relation à la foi, quelle que soit notre foi. Mais à un moment, ces œuvres sont tellement puissantes qu'elles nous obligent à nous poser la question de notre rapport à la foi. Le Festival de Pâques est loin d'être limité à la musique sacrée. Au programme cette année, Beethoven, Brahms, Verdi, Chopin, Rimsky-Korsakov, Stravinsky. Et on commence par des musiques de films, mais chaque année il y a une passion. Cette année il y aura 2 requiems, et alors on n'est quand même pas très religieux parce qu'on commence par jouer des requiems avant que Jésus soit officiellement mort le vendredi saint, mais on va avoir le requiem de Verdi et le requiem de Brahms, et puis on a un certain nombre d'œuvres, des messes, etc., qui renvoient à ce moment-là. J'avais dit que je voulais que ça soit le Salzbourg français, et donc cette année on a un partenariat avec la Mozartwoche, qui est la semaine Mozart de Salzbourg, qu'on invite autour de Rolando Villazón et donc d'un certain nombre de concerts, mais pas seulement, puisque le festival de Salzbourg, c'est un des plus grands orchestres du monde, qui est la Stadtkapelle de Dresde, qui sera là aussi pour cette intégrale des concertos de Beethoven. Et donc, Salzbourg est invité à 2 titres, la Mozartwoche et l'orchestre du festival de Pâques, la Stadtkapelle de Dresde, qui seront là à Aix-en-Provence, et on a donné rendez-vous à Salzbourg ici. Et puis ça n'empêche pas à la fois des très grands pianistes comme Nelson Frère, Arkady Volodos, Georges Ly ou d'autres, la création contemporaine avec Benjamin Attahir, parce que chaque année on fait un portrait, et puis un gros focus sur les enfants qui est très important pour moi, avec à la fois une chanteuse comme Catherine Trottmann qui fait travailler les enfants pendant 1 an et avec qui on va faire un concert avec les enfants après, une autre œuvre qui s'appelle Le Roi qui n'aimait pas la musique, où je fais se rencontrer autour d'une création de musique contemporaine Renaud Capuçon et Charles Berling, et puis tellement d'autres choses, de rencontres imprévues, des jeunes artistes comme Génération at Aix, qui est un projet qu'on porte beaucoup, où chaque année on invite 4 jeunes musiciens autour d'un maître, comme ça, pour travailler pendant 4 jours et faire un concert ensemble. Mais c'est aussi Daniel Lozakovitch, qui est un jeune prodige du violon. Et tout ça, on n'oublie pas qu'on le doit à un homme, Michel Lucas, avec qui on a construit ce festival, qui était le président du Crédit Mutuel CIC, et on a créé un prix Michel Lucas, et les lauréats du prix Michel Lucas seront là, et on va lui dédier ce festival. Vous êtes parisien à la base. Ça vous fait quoi de vivre à Marseille? Le Sud, la Provence, Marseille, c'est une joie de vivre, c'est une solidarité, c'est des enfants qui rient, c'est des tas de problèmes qu'il ne faut pas nier, parce qu'en France, tout l'argent va à Paris. Mais en même temps, moi, Marseille m'a donné le sens du bonheur et Aix m'a donné le sens du beau.
Si vous n'êtes pas courtisan, à Paris, vous n'existez pas. À Marseille, j'ai trouvé une ville où si vous étiez un homme qui marche debout et qui veut faire, vous pouviez continuer à marcher debout. À Marseille, il faut avoir le sens du destin. C'est une ville de la Méditerranée avec ce qu'elle peut avoir de tragique et de réjouissant. C'est aussi la ville du Kéros, la rencontre du hasard et de la destinée, comme disaient les Grecs anciens, c'est-à-dire la ville de tous les possibles. C'est un territoire de création formidable et d'une ouverture sur où tous les fondements de l'humanité ont été créés. Autour de la Méditerranée, tout ce qui constitue l'humanité, depuis la poésie, les mathématiques, la santé, etc., la nourriture, le vin, tout ça a été créé à cet endroit-là. La démocratie, la pensée, la philosophie, etc. Tout ça, c'est la Méditerranée. Et Marseille, c'est le carrefour de la Méditerranée. Pour un artiste, c'est un endroit exceptionnel.